Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 10 juillet 2021 pour le 243e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui sera relativement bref puisque aujourd'hui malheureusement j'étais à l'enterrement de ma collègue journaliste de Newsfront, Katia Katina, qui est morte hier matin d'un AVC à 35 ans. Pour ceux qui se posent des questions, pour autant qu'on sache, non, elle ne s'était pas fait vacciner. L'hypothèse du pourquoi elle a fait un AVC à un âge aussi jeune alors qu'elle était sportive et en pleine forme, soit le surmenage, puisque Katia était à la fois journaliste, modèle, elle menait aussi des actions humanitaires, faisait beaucoup de sport, donc se reposait très peu, soit justement qu'elle ait pu attraper le corona machin, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une pneumonie, mais une inflammation de l'endothélium, et malheureusement l'endothélium on en a un peu partout, y compris dans les vaisseaux sanguins, d'où le fait qu'un certain nombre de malades font des thromboses, des AVC et des infarctus, comme d'ailleurs les gens qui se font vacciner, parce que tout simplement, l'une des composantes, une des protéines du virus provoque cette réaction chez certaines personnes, cette réaction inflammatoire. C'est une des deux hypothèses sur le pourquoi elle a fait un AVC à cet âge. Donc vous m'excuserez si je suis pas super joyeuse. Alors pourquoi j'ai tenu quand même à faire le site-rep cette semaine? Parce que le 17 juillet, donc la semaine prochaine, c'est la date anniversaire du crash du MH17. Et donc j'irai sur place à Grabovo pour filmer la cérémonie commémorative. Et je ne peux pas cumuler ça plus le rapport de situation, ça fait beaucoup trop. Donc pour ne pas vous laisser sans site-rep pendant 2 semaines, voilà, je fais celui-ci brièvement. Et la semaine prochaine, il n'y aura rien en termes de rapport de situation et vous aurez par contre le reportage vidéo de la cérémonie à Grabovo. Et donc on se retrouvera dans 15 jours. Je vais principalement couvrir dans le site web d'aujourd'hui la situation militaire, diplomatique et l'évolution de la situation en Ukraine. Sur le plan militaire, du 3 au 9 juillet 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 30 reprises, donc on a plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 174 munitions. Donc là on est à moins, dont 15 obus d'artillerie de 122 mm, 4 missiles anti-chars guidés et 81 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là aussi on est en baisse. C'est bien, mais c'est pas encore assez en termes de baisse. Il faut y rajouter les 4 violations du cessez-le-feu et les 41 munitions, dont 31 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont blessé 3 soldats de la RPD. Et ce matin même, l'armée ukrainienne s'est déchaînée à l'obus de mortier 120 mm sur le quartier d'Oktyabrsky, en périphérie nord-ouest de Donetsk, près de l'aéroport. Il y a eu 4 maisons endommagées. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 4 morts et 8 blessés. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, on va parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en déployer près de la ligne de front. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 57 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, à savoir un système de défense antiaérien OSA, un système de défense antiaérien Strela 10, 4 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 37 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM, 5 véhicules de transport de troupes amphibies type MTLB et 8 véhicules blindés. Et pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne s'est déchaînée là aussi en termes de brouillage, puisque je vais vous montrer la petite carte du brouillage des signaux des drones de l'OSCE par l'armée ukrainienne. C'est de la folie. Je pense qu'il n'y a pas une localité de la ligne de front qui a été épargnée. Voilà, je pense que là ils les ont toutes faites. Là ce coup-ci, la carte elle est pleine. En matière de bombardement, cette semaine, c'est la RPL qui a été durement touchée. Le 7 juillet au soir, l'armée ukrainienne a violé 6 fois le cessez-le-feu en RPL en un peu plus de 3 heures à peine. Ils ont utilisé des lance-grenades automatiques, des lance-roquettes anti-chars et des obus de mortier de 120 mm contre Jelabok, Zolotoye 5, Kalinovka et le village de Donetsky. En tout, c'est 10 obus de mortier de 120 mm qui ont été tirés par l'armée ukrainienne sur le village de Donetsky. Ils ont endommagé 3 habitations et grièvement blessé une civile née en 1960. Je vous montre une carte qui montre l'origine des tirs qui ont frappé la localité, ainsi que des photos de certains des dégâts, donc photos qui sont fournies par la représentation de la RPL au sein du CCCC, donc je rappelle Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du Cessez-le-Feu. La femme qui a été blessée a été emmenée à l'hôpital à Kirov, elle a été immédiatement opérée, ils ont réussi à stopper l'hémorragie, ils ont réussi
réussi à remettre en état son rein qui avait été touché, ainsi que son estomac, mais sa rate par contre a dû lui être retirée, mais bon. Ça fait que maintenant son état est modérément grave mais stable. Elle a été envoyée à la clinique républicaine de Lugansk pour la suite de son traitement, donc sa vie n'est plus en danger. Bon, comme en RPD, et vu que l'Ukraine n'applique pas plus le mécanisme de coordination avec les RPL qu'avec nous, la milice populaire de la RPL a répondu au tir pour les faire cesser. La représentante de la RPL au sein du groupe de travail sur les questions humanitaires, Olga Koptseva, a quand même vertement critiqué les pays occidentaux pour le fait qu'ils laissent l'Ukraine continuer ses crimes de guerre joyeusement en fermant les yeux sur tout ça. Bon, je trouve que c'est très justifié, mais je pense que de toute façon, ils bougeront pas malgré ce genre de déclaration. Sur le plan diplomatique, accord de Minsk, on continue dans le grand n'importe quoi. Il y a eu une nouvelle session du groupe de contact trilatéral cette semaine, avec les nouveaux coordinateurs de l'OSCE, Et ils ont pu constater le comportement totalement destructeur de l'Ukraine dans les négociations, spécialement dans le groupe en charge des questions politiques, comme d'habitude, parce que je rappelle, c'est le groupe où on en est à des mois de sabotage total, je rappelle. Donc les RPD et les RPL ont dressé un petit historique du processus de négociation, présenté un petit rapport chiffré du sabotage mené par la délégation ukrainienne pour que la nouvelle coordinatrice de l'OSCE, Madame Berman, soit bien mis au parfum. Bon, elle a regretté que les travaux de ce groupe soient au point mort. Bon, quand on voit les chiffres, je pense que ça donne une image claire sur qui sabote les travaux de ce groupe de contact, puisque 70% des réunions ont été perturbées par la délégation ukrainienne pour des raisons bidons. 70%, ça commence à faire un peu beaucoup quand même, Bon, on aurait pu espérer qu'avec la venue de la nouvelle coordinatrice de l'OSCE, la délégation ukrainienne se tiendrait un petit peu, histoire de ne pas donner une trop mauvaise image d'elle-même. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, la réunion de cette semaine n'a pas fait exception à la règle. Dès que les différents participants ont essayé de passer de discussions bilatérales, c'est-à-dire entre chaque partie et le coordinateur de l'OSCE, à une réunion formelle, la délégation ukrainienne s'est simplement cassée de la vidéoconférence. Voilà, c'est très simple. Ils ont refusé de discuter du projet de feuille de route, même en format informel, alors que c'était un accord qu'ils avaient conclu avec le précédent coordinateur, M. Morel, de dire, écoutez, si on n'arrive pas à amener la discussion à un niveau formel, officiel, on peut quand même essayer de discuter à un niveau plus informel pour essayer un peu de dénouer le schmilblick. Là, non. Ils ont dit non, seule une discussion formelle peut y arriver, donc c'est bien qu'ils s'assoient sur les accords qu'ils ont signés avec les précédents coordinateurs. En plus de refuser de discuter du projet de feuille de route, ils ont en plus menti en déclarant que la proposition de feuille de route fournie par la RPD et la RPL n'existe tout simplement pas. L'Ukraine a insisté aussi pour que les deux républiques se plient aux conditions de Kiev et ne prennent pour base de discussion que les projets et propositions de l'Ukraine qui violent complètement les accords de Minsk. Donc, voilà, on va pas avancer avec ça, puisqu'en fait l'Ukraine veut juste un monologue, c'est la énième tentative d'arriver à négocier en mode monologue. Voilà, l'Ukraine veut bien négocier, mais seulement avec elle-même. Voilà. Les propositions de l'autre partie, elles n'existent pas. Elle veut imposer aux LRPD et LRPL de se plier à ses desiderata sans condition, qui en plus violent totalement les accords signés. Bon, je pense qu'il faudrait que quelqu'un fournisse à l'Ukraine un dictionnaire avec un petit marque-page sur la page où il y a la définition du mot négociation, parce que je pense que le concept a l'air d'échapper totalement aux officiels ukrainiens. Ils confondent négociation et monologue. Malgré le comportement abject de l'Ukraine au sein du groupe de contact politique, les RPD et les RPL ont poussé une initiative pour montrer que elles cherchent vraiment à faire avancer le schmilblick, à trouver une solution diplomatique au conflit du Donbass. Je rappelle, ça fait donc des années que les officiels ukrainiens nous parlent de rajouter la Grande-Bretagne, les États-Unis ou je sais pas qui dans le format Normandie. Bon, mais en vrai, ils n'ont jamais rien fait de concret pour aller mettre en œuvre une telle proposition. Même si on sait que ça ne fera pas avancer les négociations, les RPD et les RPL ont soumis à la Russie une proposition qui est d'accepter pour une seule réunion des conseillers politiques du format Normandie les États-Unis, mais, dans ce cas-là, il faudra aussi que des représentants de l'RPD et de l'RPL soient présents pour
équilibré. Voilà, pour que ce soit un compromis. Ok, on accepte de faire venir une fois un représentant américain, mais dans ce cas-là, vous acceptez de faire venir un représentant de la RPD, un représentant de la RPL, histoire de maintenir une certaine parité. Bon, les deux républiques ont quand même tracé des lignes rouges, à savoir, ok, on est prêt à pousser pas mal d'initiatives, mais tant que ça respecte les accords de Minsk. Hein. À partir du moment où ça les viole, vous pouvez oublier. Bon, je doute personnellement que aussi bien Washington que Kiev acceptent une telle proposition, parce que ça équivaudrait quand même à une reconnaissance de fait des deux républiques populaires. Mais bon, leur refus sera une énième preuve que bon, bah, la résolution pacifique du conflit, ça les intéresse pas, contrairement à ce qu'ils racontent publiquement. Hein, je rappelle que aussi bien Washington que Kiev, la seule méthode qu'ils connaissent, c'est l'ultimatum et le monologue. Voilà. Autant dire que le sabotage du groupe de contact politique et la mise en œuvre des accords de Minsk par l'Ukraine, ouais, on va continuer le cirque encore longtemps. Hein, je pense que ça va continuer comme ça. Et puis je vous disais que je vous parlerai de l'évolution de la situation en Ukraine, puisque pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, si vous vous souvenez, quand il y avait eu le vote de la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles, je vous avais dit que l'Ukraine se dirige vers des famines à l'africaine. Eh bien, ce que j'avais prédit se réalise, puisque de plus en plus de gens en Ukraine ne mangent pas à leur faim, pendant que le pays exporte de manière record des denrées alimentaires, et entre autres agricoles, à l'étranger. Donc d'après les chiffres de l'ONU, hein, donc c'est pas de la propagande du Kremlin, d'après les chiffres de l'ONU, il y a actuellement 4,6 millions de personnes en Ukraine, soit quand même 12% de la population, qui ne mangent pas assez. C'est-à-dire vous prenez 10 personnes, il y en a une qui ne mange pas à sa faim. Parmi les enfants ukrainiens de moins de 5 ans, c'est encore pire, puisqu'ils ont quand même 22,9% qui souffrent de malnutrition chronique et 8,2% de malnutrition aiguë. C'est très grave, parce que après ça fait des enfants qui ont après des retards de croissance. Hein. Donc données de 2019, 21,3% des enfants de moins de 5 ans en Ukraine présentaient un retard de croissance dû à cette malnutrition. Et ce, alors que l'Ukraine est soi-disant une superpuissance agraire qui a quand même des sols extrêmement riches. Hein. Ils ont quand même 80% de terres arables au niveau pourcentage du territoire. Donc on se demande d'où vient le problème. Donc le problème, en fait, c'est pas la pénurie en elle-même au départ, c'est en fait que ce que l'Ukraine produit, elle l'exporte. Et donc pour nourrir sa population, elle importe des produits. Mais elle importe des produits de pays, entre autres, de l'Union européenne, où les salaires des ouvriers agricoles, c'est pas la même chose que les ouvriers agricoles ukrainiens. Résultat des courses, les Ukrainiens n'arrivent plus à se payer un certain nombre de choses. On en a quand même 41% qui ne peuvent pas se payer du poisson ou des crustacés, 34% qui ne peuvent pas acheter de viande ou de produits carnés, et parmi ceux qui arrivent à s'en payer, il y a quand même 20% des saucisses, saucissons, etc. qui sont vendus. C'est de la merde, appeler ça des produits carnés, faut vraiment de la bonne volonté. 36% des Ukrainiens n'ont même pas accès aux fruits, donc vous vous rendez compte quand même. Hein. Donc ça, c'est des gens qui ne peuvent bouffer que des patates, du pain, de la cacha, et encore sans fruits, sans viande ou sans poisson. C'est vraiment pas bon. L'association d'ailleurs des éleveurs de bétail d'Ukraine a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, la consommation de viande par habitant a diminué de plus de 30%. Voilà, 30%. Hein, et dans ce qui reste, comme je vous dis, 20%, c'est vraiment des trucs de qualité douteuse. Et le problème, comme je disais, c'est un manque d'argent, puisque, en plus d'importer des pays de l'Union européenne ou de la Turquie des produits alimentaires que l'Ukraine en fait produit elle-même, ce qui est complètement débile. En plus, la situation financière des familles ukrainiennes s'est dégradée, ça j'en parle assez, vous le savez. On a actuellement 54,4% des citoyens ukrainiens dont la situation financière s'est détériorée au cours des 2 dernières années, donc plus de la moitié des Ukrainiens, c'est énorme. La situation est due entre autres à l'augmentation des tarifs des services publics, ça aussi je vous en parle régulièrement, hein, donc ça c'est 91,5% des répondants, hausse des prix des denrées alimentaires, 90,6% des répondants, baisse des revenus et perte d'emploi, un peu plus de 30% chacun. Résultat, les dépenses alimentaires des ménages ukrainiens représentent actuellement
plus de la moitié du budget familial. C'est énorme. C'est énorme. Et ce qu'ils arrivent à se payer, ça suffit pas pour un repas complet. Alors le problème, pourquoi on en arrive à des aberrations comme ça ? Parce que la production, entre autres agricole, est entre les mains de particuliers type oligarques ou sociétés étrangères, dont l'intérêt c'est d'exporter ces denrées vers d'autres pays pour obtenir des devises étrangères qu'ils peuvent ensuite aller placer sur des petits comptes offshore. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent au moment où la crise du corona machin a éclaté en Ukraine, je vous avais parlé d'un avertissement qui avait été lancé, entre autres, par l'association des meuniers et l'association des boulangers ukrainiennes. Ils avaient appelé le gouvernement ukrainien à limiter les exportations, entre autres, de céréales. Et le gouvernement ne l'a pas fait. Résultat, l'Ukraine importe ce qu'elle exporte, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, il y a des devises étrangères qui sont perdues pour acheter de la nourriture que l'Ukraine produit en fait elle-même, mais qu'elle exporte vers d'autres pays. On nage en plein délire. Voilà. C'est pour ça qu'on se retrouve en Ukraine avec la même situation que dans certains pays africains, qui ont pourtant une agriculture qui a un poids important dans l'économie, mais parce que cette agriculture, les produits de cette agriculture sont exportés. Ils ne sont pas destinés au marché intérieur. Et donc, ils importent là aussi des produits qui viennent d'autres pays où les salaires sont bien plus importants. Donc, les produits alimentaires sont bien plus chers que s'ils étaient produits localement. Et résultat des courses, les gens meurent de faim parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter cette nourriture. Tout simplement, voilà. C'est comme ça que on se retrouve avec des prix qui flambent et puis les gens n'arrivent plus à suivre. Et là, avec la vente des terres agricoles qui va être ouverte aux sociétés étrangères dès 2024, ça arrive bientôt, la situation va s'aggraver et l'Ukraine va se rapprocher de plus en plus de situations comme des pays comme la Somalie, quoi. Ou le Zimbabwe. Ça va être le même sketch, malheureusement. Mais ça, on avait prévenu. On avait été plusieurs à tirer la sonnette d'alarme. Je veux dire, ils n'écoutent pas. C'est important de développer une agriculture vivrière locale qui permet d'assurer les besoins intérieurs du pays. Et pas tout vendre à l'étranger pour capter des devises qui après sont placées sur des comptes offshore pour enrichir quelques oligarques. Et puis les gens en Ukraine, eux, ils crèvent de faim. Et surtout les gamins. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. D'ailleurs, l'ONU ne pointe pas du doigt la vraie source du problème. Il pointe des problèmes de démocratie, de transparence et de corruption. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est le modèle économique qui a été instauré en Ukraine qui est déjà complètement foireux à la base. C'est tout. Voilà. Alors, j'ai un pendant ce temps-là à Kiev. Vous vous souvenez de ce représentant de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral, Alexei Arestovitch, dont je vous ai déjà parlé un certain nombre de fois parce qu'il sort connerie sur connerie. Là, il nous en a sorti une nouvelle. Il a déclaré sur le plateau de la chaîne TV Nash que les accords de Minsk n'étaient pas contraignants car ils relevaient de la bonne volonté des deux parties. Alors, je vais vous dire texto ce qu'il a dit. Tout le monde considère que les accords de Minsk sont sans alternative et qu'ils doivent nécessairement être appliqués. Ce n'est pas le cas. Les accords de Minsk sont le fruit de la bonne volonté des parties. Il s'agit d'un traité juridique international qui n'est pas contraignant. Cela signifie qu'ils ne sont mis en œuvre que lorsqu'il y a une bonne volonté de la part des deux parties. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être modifié ou modernisé, mais simplement qu'il est sans alternative. Bon, alors manifestement, le mec comprend pas ce qu'il dit. Parce que, oui, tout accord ou contrat, tout fonctionne comme ça de base dans les relations, on va dire, entre êtres humains ou entre sociétés, ou entre pays, tout fonctionne sur base de contrats ou d'accords qui impliquent que les deux parties vont faire preuve de bonne volonté pour en appliquer les termes. De 1. Voilà. Sinon, ça rend l'accord caduc et puis on repart pour une guerre comme en 14. Donc déjà, il a pas très bien pigé, je veux dire. Il n'a pas compris que oui, s'ils font pas preuve de bonne volonté, il y a un moment, il y aura des conséquences. Ça veut dire la reprise de la guerre. C'est n'importe quoi. Et puis de 2, PPR, si tu modifies un accord, c'est plus le même accord, c'est un nouvel accord.
D'accord? Donc s'il n'y a pas d'alternative aux accords de Minsk, ça veut bien dire qu'il faut les appliquer tels quels, hein, c'est QFD. Donc déjà là, on aura des pâquerettes, hein, parce que c'est toujours la même histoire, hein, c'est les accords de Minsk façon chat de Schrödinger. Hein, on ne peut pas les appliquer tels quels, mais on ne veut pas les renier, mais on veut les modifier. Voilà, c'est tout en même temps. Sauf que c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà. Hein, on ne va pas encore jouer avec des chats zombies et des accords de Minsk zombies. Voilà. Mais il va encore plus loin, parce que pour justifier que les accords de Minsk seraient soi-disant non contraignants, Arestovitch s'improvise linguiste spécialisé en langue anglaise pour nous expliquer que selon lui, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui je rappelle a validé les accords de Minsk par une résolution spéciale, il a dit donc qu'il n'avait pas approuvé, mais qu'il avait juste, en gros, qu'il s'était juste félicité de la signature des accords de Minsk. Alors, manifestement, Arestovitch a séché les cours d'anglais à l'école, donc on va lui faire un petit cours de rattrapage accéléré. Voilà, donc je vous montre, ça vient du site de l'ONU, vous voyez le logo en haut à gauche. Donc là, ce que je vous montre, c'est le texte officiel de la résolution 2202 du Conseil de sécurité de l'ONU de février 2015, qui dit, je vous le dis en anglais, je vous le traduis après, The Security Council, recalling the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations and reaffirming its full respect for the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine, expressing its grave concern at the tragic events and violence in eastern regions of Ukraine, reaffirming its resolution 2166. Firmly convinced that the resolution of the situation in eastern regions of Ukraine can only be achieved through a peaceful settlement to the current crisis. Point 1. Endorses the package of measures for the implementation of the Minsk agreements adopted and signed in Minsk on 12 February 2015, Annex number 1. Je m'arrête là, je vous lis pas tout le texte. Alors, pour Arestovitch et ceux qui ont séché les cours d'anglais, to endorse, c'est approuver. Voilà. Il semble qu'il a confondu avec le point suivant, le point numéro 2, où effectivement le Conseil de sécurité de l'ONU se félicite de la déclaration de la Russie, de l'Ukraine, de la France et de l'Allemagne soutenant le dit paquet de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk. Mais voilà, dans The Security Council endorses the package of measures for the implementation of the Minsk Agreement, ça veut dire le Conseil de sécurité de l'ONU approuve le paquet de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk adoptés et signés à Minsk le 12 février 2015. Donc les accords de Minsk 2 ont été approuvés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, donc si quelqu'un pouvait dire à Arestovitch de fermer sa gueule une bonne fois pour toutes, parce qu'il y en a un petit peu marre maintenant de corriger ses velléités, de se prendre pour un linguiste, ça serait pas mal. Voilà. Donc c'est la fin de ce sitrep. Comme je vous l'ai dit en début de rapport de situation, il n'y aura pas de sitrep la semaine prochaine puisque ce sera les cérémonies commémoratives du MH17. Donc je vous retrouve dans 15 jours pour le prochain rapport de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.